Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure des pros sur l'ORTB, j'entends bien, l'heure des professionnels, des médias. Avec eux, on décrypte l'actualité hebdomadaire. Là, il faut dire, assez fournie. La présidente suisse, Doris Leuthard, était cette semaine au Bénin et plusieurs retombées pour le pays qui découvre à cette occasion que son président va très bien, contrairement à ce que répandait la rumeur. L'autre info, c'est également le taux d'admission au bac qui est en nette progression cette année et pendant ce temps, ça grognait à la police nationale. La maison sécurité apparaît divisée alors même que le gouvernement, lui, reste droit dans ses bottes et transmet le dossier d'audit des 3 dernières campagnes cotonnières sous l'ère Yahi au procureur. On parle de tout cela et de bien d'autres sujets au plan national sur Club Mediaset qui reçoit pour vous 2 journalistes. J'ai à ma gauche, Paul Emerico Adjovi, ancien directeur de publication du journal Le Matinal. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Rachida, c'est un plaisir pour moi. Voilà, un deuxième invité, Brice Ogoubi. Vous êtes rédacteur en chef à Nouvelle Expression. Bonsoir. Merci de partager vos points de vue avec nous. Messieurs, à nouveau, bonsoir. Voici pour démarrer la revue hebdomadaire et juste après vos analyses. Inconditionnel de la revue de presse hebdomadaire, bonjour. Dans l'actualité cette semaine, l'apparition publique du chef de l'État après son opération chirurgicale. L'événement précis titre en manchette, Talon descend à l'église Notre-Dame et met fin aux polémiques. Pour le journal, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a fait sa première apparition publique après qu'il ait été annoncé convalescent depuis environ 1 mois. Cette sortie, au-delà d'être la preuve de la bonne santé du chef de l'État, vient mettre fin à toutes les polémiques ayant trait à son absence et à son état de santé. Le progrès renchérit, fin de la polémique autour de sa présence sur le territoire national. Patrice Talon à l'église Notre-Dame hier. Le confrère de la matinée reste sur la même information et dit qu'après moult péripéties, la première apparition du chef de l'État Patrice Talon affaiblit mais debout et a la priorité de conclure qu'il cesse donc d'être incrédule. L'incrédulité ne sera pas de mise sur le plan diplomatique. Afrique Express affiche en une diplomatie Bénin-Suisse. Bienvenue Madame Doris Leuthard. Pour Fraternité, la Suisse est un soutien de taille pour le Bénin. Le Matin trouve que la visite de la présidente de la Confédération suisse au Bénin est un coup diplomatique de talent qui rapporte gros. Selon le quotidien, le Bénin bénéficie désormais de la confiance d'un grand pays occidental réputé pour son modèle démocratique et sa stabilité économique qui en font l'un des pays les plus puissants financièrement au monde. Au quotidien national, de se faire plus précis, la Suisse offre 47 milliards de francs CFA pour soutenir le PAG. Fruit d'une diplomatie offensive du fait du modèle démocratique que constitue le Bénin, mais aussi du leadership du président Talon. Et à Info Plus de conclure, relation de coopération entre la Suisse et le Bénin, Doris Leuthard salue le dynamisme et l'engagement du président Talon. L'engagement du gouvernement dans la filière coton reste intact. L'événement précis en manchette titre « Mauvaise gestion des campagnes cotonnières précédentes, des révélations sur le scandale à la Sonapra ». Le matinal se fait plus précis, scandale financier sous Boni Yahi, 40 milliards de francs CFA dilapidés à la Sonapra. Sous la rubrique de dépenses non justifiées se dégage un manque à gagner d'environ 40 milliards de francs CFA. Ces dépenses n'ont pu être justifiées puisque les pièces comptables n'ont pu être fournies à la mission d'audit. À l'économiste de renchérir, gestion de la Sonapra plus que de la promotion agricole de la filouterie. Quotidien Kinikini de conclure, Sonapra Gate, le peuple réclame la vérité sur les milliards détournés. Microcrédit, FNPEJ, Bénin Taxi et recrutement d'agents permanents de l'État, le volet social du PAG opérationnel révèle Fraternité. Le Clairon, quant à lui, affiche recrutement dans la fonction publique quand l'espoir renaît chez les jeunes sous la rupture. Ce qui permet à Le Progrès de déclarer mesures sociales sous le nouveau départ. Talon prend le pari de 20 000 emplois d'ici la fin 2017. Le journal révèle que l'on n'a jamais procédé à autant de recrutements au cours d'une même année. Chose inédite, c'est plus d'emplois durables qui sont ainsi créés. Chose inédite également au bac 2017, le Bénin observe son 2e meilleur taux de réussite depuis l'année 1998. L'événement précis affiche
Proclamation des résultats, 41,78% d'admissibles au baccalauréat 2017. Afrique Express fait pareil, baccalauréat 2017, 41,78% de taux de réussite au plan national. Info Plus, ça apporte un plus dans l'information. Délibération du baccalauréat édition 2017, 46 756 admis sur 115 255 inscrits, soit 41,78%. Au journal de conclure que c'est le fruit des réformes du gouvernement Talon pour une formation de qualité. Le Clairon affiche même le tableau récapitulatif du taux de réussite par département. Au quotidien, les 4 vérités de dire sa vérité du jour, à savoir que le DOB, Alphonse Da Silva, mérite d'être décoré par le président Talon. Ceux qui ne recevront certainement pas les faveurs du chef de l'État, ce sont les disciples de Saint-André. Grogne à la police, affiche fraternité. Le meilleur révèle aussi crise dans le rang des forces de sécurité publique. Le SINA Police Bénin mécontent des conditions de vie et de travail des policiers. Pêle-mêle dans l'actualité, le Clairon nous informe de la mise en service du site web de l'ONG Défense sans frontières pour lutter pour de meilleures conditions de vie aux détenus. Sanction infligée au GSM, le président de l'ARCEP éclaire l'opinion, titre Le Meilleur. Selon le président, la sanction prise à leur encontre fait suite à plusieurs actions et mises en demeure après vérification de la qualité du service. Le sport a de beaux jours devant lui. Selon Le Progrès, après avoir relevé le défi de la relance du championnat de football, Omeki honore son engagement vis-à-vis des fédérations. Le Meilleur reprend la même information. Remise de subventions aux fédérations sportives, 502 millions de francs CFA mis à la disposition des fédérations. Le gouvernement veut faire du sport un levier de développement, confirme Le Quotidien. À fraternité de conclure, développement du sport au Bénin, Omeki apporte du souffle aux fédérations sportives. Voilà qui donnera certainement un meilleur avenir au sport béninois. C'est tout pour cette revue hebdomadaire. Madame, Monsieur, à dimanche prochain. On le voit bien, l'actualité a été on ne peut plus fournie cette semaine. La présidente de la Confédération suisse, Doris Leuthard, était au Bénin. C'est le premier chef d'État, il faut dire, reçu par le président Talon depuis son élection à la tête du Bénin. À Paul Emerico Adjovi, hasard de calendrier ou choix diplomatique? On allait dire peut-être les deux. Il faut simplement écouter qu'on appelle la réponse du chef de l'État, le président Talon, quand on lui a posé la question pourquoi maintenant, depuis, disons, après 15 mois, qu'il reçoit pour la première fois un chef d'État il répondait que, bien justement, il était venu à la tête du pays à un moment où, qu'il a trouvé un pays plus ou moins sinistré, et donc il fallait donc remettre un peu les choses à l'endroit avant de pouvoir donc recevoir. Et puis c'est tellement que ça rentre, qu'on appelle les castes, un peu, j'allais dire le ménage à Cotonou, un peu dans les grandes villes du Bénin, peut-être participe à ce ménage qu'il faut faire d'abord avant de pouvoir donc recevoir les personnalités du monde entier au pays. J'espère que c'est un début pour que d'autres chefs d'État, d'autres grandes personnalités du monde puissent donc rendre visite au peuple béninois. Et je crois que le président Talon, à mon humble avis, quand je l'écoute, quand je vois les notes qu'il pose, je me dis qu'il a de grandes ambitions pour le pays et que d'ici à là, donc, qu'on appelle tous ces actes posés ici et là, de par le monde, vont pouvoir donc apporter un plus pour notre économie. Parce que c'est de ça qu'on a besoin, puisque quand il répondait à la question des journalistes, pourquoi maintenant, il disait qu'il a trouvé un pays sinistré, et donc un pays sinistré, je crois, économiquement parlant, donc qu'il est en train de faire, de jouer sa partition pour que donc qu'on ait d'ici à là un cash flow au niveau de l'économie nationale et que les personnalités qui vont donc pouvoir défiler au Bénin puissent donc nous aider à aller de l'avant. Ce que je peux dire pour le moment. Alors Brice Ogoubi, c'est donc une question de timing, c'est le bon maintenant, c'est ça? Il faut reconnaître le bon timing, alors? que c'est un bon coup diplomatique, voilà ce qu'on pourra dire. Mais ceci dit, il faut nuancer un tout petit peu parce que le Bénin fait partie des pays prioritaires de la direction du développement et de la coopération DCC. Bon, représenté au Bénin par la coopération suisse. Voilà. Et la coopération suisse intervient dans beaucoup de domaines, chez les artisans, chez les paysans, dans la décentralisation, dans l'éducation. Voilà. Donc, près de 42 milliards, c'est un bon coup pour un soutien pour le PAG. Je dirais que bon, c'est aussi un bon coup diplomatique pour le président Talon qui vient de totaliser à peu près 15 mois à la tête du pays. C'est plutôt près de 47 milliards. 47 milliards. 47 milliards. Précisément 46 milliards. Vous êtes mieux placé que moi pour la précision. Merci pour la précision. Alors, certains, il faut dire, ont longtemps accusé la diplomatie béninoise de dormir un tout petit peu. Est-ce qu'on peut dire qu'à présent, c'est une bonne offensive?
Moi, je ne peux, enfin, je ne sais pas sur quelle statistique ou sur quel élément. Vous l'avez quand même lu, ça et là, dans les journaux. Non, pourquoi les Béninois, enfin, sur quelle statistique les Béninois se basent pour dire que, ben, écoutez, que la diplomatie béninoise n'est pas proactive? Mais bien au contraire, moi, j'ai une autre lecture. Je pense, et je vois chaque fois le ministre des Affaires étrangères se déplacer un peu partout, le chef d'État également se déplacer. C'est vrai que les Béninois pourraient dire que, contrairement à ce que nous avons vu il y a quelques années par rapport à l'ancien régime, où le président qui était là, il était tout le temps, qu'on appelle dans la communication proactive, qui devait se déplacer partout, chose qui, bon, il avait présidé à la tête de l'Union africaine. Bon, écoutez, on a vu tout le spectacle qu'il y a eu en son temps, qu'aujourd'hui, quelqu'un avait appelé ça la nomocommunication. Je pense que le président actuel, c'est quelqu'un qui aime faire dans les normes, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il est en train de faire sa diplomatie, enfin, mettre en œuvre sa diplomatie pour que les Béninois puissent voir le fruit au bout. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas maintenant que la diplomatie béninoise a pris son envol, mais je pense que... Il fallait d'abord un nettoyage. Il fallait faire un nettoyage, parce que je reviens encore, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui disent, mais pourquoi le président Talon doit pouvoir dire que après avoir parlé le 27 avril 2016 de ce que le Bénin est un pays de compétences, qu'aujourd'hui, en présence d'un chef d'État étranger qui disent que le Bénin est un pays sinistré. Non, moi je pense qu'il faut les Béninois, on puisse faire la nuance. Il ne parle pas du Bénin pays sinistré après une guerre, mais Bénin sinistré économiquement parlant. Mais écoutez, je me dis, mais les Béninois qui aujourd'hui font des commentaires par rapport à cette déclaration du chef d'État, me disent, mais est-ce que je suis dans le même pays qu'eux? Dans un passé récent, on a déploré le fait que notre économie ne se porte pas bien. Ne se porte pas bien. La preuve en est que quand le nouveau pouvoir qui est là actuellement arrivé, il a trouvé un pays où on lui a laissé une dette de plus de 1200 milliards. 1200 milliards que le régime passé qu'on appelle a contracté à travers les maisons, enfin les structures qui font les routes, à qui on a donné l'agrément de l'État pour aller donc chercher l'argent dans les banques primaires pour pouvoir faire les routes. Mais quelle est notre économie? Et essentiellement fiscale. Et on va emprunter de l'argent dans les banques primaires qui ne sont là que pour les profits au maximum. Donc il a fallu que donc, le régime actuel, le gouvernement actuel, donc, puisse remettre à plat tout ça là et donc analyser ce qu'il faut faire. Et je suis en train de constater qu'au niveau des conseils des ministres, on remet un peu, enfin, ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avoir les routes pour circuler normalement. Donc, je crois que le pouvoir actuel est dans une bonne ligne, de mon point de vue, pour que le Bénin puisse, qu'on appelle, répondre dans le Conseil des Nations, ce qui est une bonne chose pour notre nation. Brice Ogoubi, vous partagez l'avis de Apol et Mérico. C'est quand même 47 milliards. Oui, c'est un soutien de taille. J'ai dit tout à l'heure que c'est un soutien de taille, surtout pour le PAG. Et c'est très bien pour notre diplomatie. Voilà. Mais ceci dit, moi j'ai appris que la politique c'est une longue phrase parsemée de virgules, jamais de points. Et c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Rien n'est tout à fait mauvais chez un régime et rien n'est tout à fait nouveau également. Il faut construire, il faut améliorer. Quand le président Talon aura fini son mandat, les gens diront la même chose de lui également. Donc moi je ne rentre pas dans cette polémique qui consiste à dire qu'il y a eu à faire du faux, il y a eu à faire du mauvais complètement. Il faut simplement améliorer ce qui est fait et aller de l'avant. Alors, les domaines pris en compte par ce financement constituent-ils de réels enjeux de développement? Absolument. C'est notamment sur le plan agricole, sur le plan de renforcement des capacités et sur le plan qu'on appelle de la décentralisation. Aujourd'hui, pour aller de l'avant par rapport à notre pays, il faudrait que donc on puisse faire un travail colossal au niveau de la gouvernance locale. Parce que c'est là où ça se passe la décentralisation. Et sur ce plan-là, permettez-moi de faire une digression pour dire que, de mon point de vue, il serait bien séant que les prochains budgets de l'État puissent donc concéder une part plus ou moins large en termes de pourcentage pour les communes. Parce que la gouvernance, c'est-à-dire le développement, ça se passe à la base. La décentralisation. Il faut qu'on puisse donner les moyens. Et si la Suisse, qui depuis fort longtemps qu'elle est en coopération avec le Bénin, et un hasard de circonstance, c'est que le Bénin fête sa fête nationale le 1er août et la Suisse également. Donc je me dis que peut-être que c'est un hasard heureux que le premier chef d'État qui a visité le Bénin sous l'ère du président Talon, c'est un pays qui a la même date de célébration de fête nationale que nous. Et je suis vraiment heureux que la Suisse puisse nous accorder qu'on appelle ce montant-là pour pouvoir booster notre économie à ces niveaux-là en ce qui concerne le plan agricole, parce que en Afrique, on dit la terre ne mange jamais.
Et il serait bien, vraiment bien qu'on puisse mettre beaucoup d'argent au niveau du plan agricole. Renforcement des capacités, c'est quoi? C'est vrai qu'on va aller à qu'on appelle l'agriculture, mais encore faudrait-il que nous ayons qu'on appelle le profil adéquat, c'est-à-dire que les gens puissent avoir un renforcement de capacité, un profil bien adéquat, donc pouvoir donc de leur qu'on appelle de leur participation, enfin apporter un plus pour que le pays puisse aller de l'avant et qu'également au niveau de la gouvernance locale, qu'on puisse avoir les moyens pour que le pays... Oui, j'ajouterais simplement que la Suisse intervient, c'est un peu nouveau dans le dialogue interreligieux actuellement. Le dialogue interreligieux prôné au Bénin par le gouvernement, le professeur Thévoidir Albert. Donc, ceci dit, c'est aussi... De toute façon, c'est une longue histoire entre le Bénin et la Suisse. Mais l'autre souci ici au Bénin, c'est que c'est vrai, nous avons des financements, mais l'utilisation qu'on en fait, après, c'est tout un problème. Et le président Patrice Talon l'a dit, le Bénin saura mieux que par le passé donner, on va dire, une réponse plus visible, plus efficace, plus concrète à l'aide au développement. Vous y croyez, vous? Oui, tout à fait. Je pense qu'ils sont là pour ça. Hein, donc, moi, je pense qu'il y a un travail qui est fait en amont et qui sera poursuivi. Donc, le président Patrice Talon met un accent sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Je crois que ça porterait ses fruits à moyen ou à long terme. D'accord. De toute façon, on est d'avis que c'est un bon diplomatique pour le Bénin. Et avec cette visite, il faut dire que les Béninois ont également découvert un chef de l'État, un président en pleine forme. Soulagement. Voilà. C'est un soulagement. Un président, voilà, c'est un soulagement. Le président avait déjà, il faut dire, fait sa première apparition à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Alors, cette sortie aux côtés de Doris, l'État vient-elle, selon vous, mettre fin à toutes les rumeurs, à cette polémique Vous savez, par rapport à qu'on appelle des ennuis de santé, je suis un peu ainsi l'appelé, du chef de l'État. Encore que pour moi, il n'y a pas d'ennui de santé parce que l'intéressé a l'habitude de faire des check-up bien avant qu'il ne devienne chef de l'État. Un peu comme si moi, je vais au CNHU, par exemple, je demande qu'on me fasse un check-up. Le check-up, l'objectif, c'est de découvrir si je me porte bien ou pas. Et pendant le check-up, si on constate qu'il y a un mal, il faut qu'on puisse le traiter. Bien sûr. Je crois que dans le cas d'Inspire, c'est ce qui s'est passé avec le président Talon. C'est lors d'un contrôle qu'on a détecté. C'est tout à fait normal. Il y a eu un début de cancer, a-t-on dit, et donc il a subi l'intervention au niveau de la prostate. Lui-même, le gouvernement l'a dit dans un communiqué. Mais il se fait que dans notre pays, il y a des Béninois qui veulent croire. Il y a certains qui ont fait le choix de ne pas croire. Et malheureusement, devant la personne... Et malgré ces deux apparitions, il y a encore des incrédules dans le pays. Il y a encore des incrédules, des Béninois incrédules qui n'y croient pas. J'ai même eu dit que les gens disent que par rapport à l'image de la cathédrale Notre-Dame, que non, que c'est plutôt des images troquées, c'est des images lors des obsèques de l'ancien président Zinsou. Il dit, qu'à cela ne tienne. Comme on dit, celui qui veut écouter, il ouvre grandement les oreilles, il vous écoute. Celui qui a fait le choix de ne pas vous voir, évidemment, ne vous verra pas et puis il dira qu'il ne vous a jamais vu. Malheureusement, c'est cela mon pays. Et ça me peine beaucoup. Oui, voilà. Je disais tout à l'heure que c'était un soulagement. On était tous un peu inquiets par rapport aux rumeurs les plus alarmantes sur la santé du chef de l'État. Aux côtés de la présidence suisse, nous en avions un président revigoré. J'ai encore en mémoire cette phrase d'un journal de La Place qui qualifiait la démarche du président de la République d'une démarche à la Johnny Walker. J'ai encore cette phrase, oui. Non, un peu comme pour dire que pour maïfier un peu la bonne santé du... Et puis, apparemment, tout se passe bien. Je crois, le président Talon, il est en pleine forme. Et les Béninois qui veulent le voir l'ont vu à la cathédrale, comme aux côtés du président, de la présidente du moins de la Confédération helvétique. Le président Talon, pour ce que j'ai eu comme information, il est en pleine forme et il est là donc pour relever le défi que les Béninois lui ont confié. Voilà, il est en pleine forme, il est bien aux commandes du navire Bénin. L'autre bonne nouvelle également, c'est le taux d'admissibilité au baccalauréat, 41,78%. Il faut dire que c'est le deuxième meilleur taux depuis 1998. À quoi cela est dû? Je dirais qu'une fois encore, cela est dû aux actions, aux diverses actions apportées par le gouvernement et son chef. Parce qu'on déplorait, je dis, c'est la première fois que sous l'ère du régime Talon, que le bac a été organisé entièrement par le pouvoir en place. Sinon qu'il y a de cela un an,
c'était l'ancien régime qui était là, donc le régime Talon n'est venu que parachever ce qui a été fait. Et nous avons déploré le taux de réussite qu'il y avait eu à l'époque autour de 30 ou 31%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 41%. Une amélioration de près de 11,65%. Voilà, une amélioration. Un peu comme également récemment, quand on a eu le taux de réussite au niveau du BPC, qui est passé de 16% à 50-52%. Donc, je crois que le Béninois, il est capable du meilleur. Pour qu'on puisse le booster un peu, il donne le bon résultat. Et donc, je mets ce résultat sous le coup du fait que le régime actuel a pu donner les moyens, a pu donner les instructions qu'il faut et que les acteurs concernés, c'est-à-dire des parents d'élèves, qu'on appelle des enseignants, des répétiteurs, aux élèves, chacun a dû donc jouer sa partition pour que nous ayons ce qu'on appelle ce taux-là. Et nous voudrions qu'à l'avenir, ce taux puisse aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Et ce serait bien pour notre, qu'on appelle l'image du pays, parce que c'est quoi, on a souvent l'habitude de dire, n'a pas le bac béninois qui veut. C'est un bac assez huppé, assez recherché aussi. Brice Ogoubi. Certes, le régime a donné les moyens qu'il faut pour en arriver à ce résultat, mais moi je rapporte ici une anecdote. J'ai écouté ce point de vue de la part d'un enseignant hier. Bon, il enseigne le français en terminale. Il disait que le taux de réussite est dû beaucoup plus à l'accompagnement des parents. Que les enfants qui sont reçus sont des enfants dont le papa et la maman disent arrêtez, vous éteignez la télé, mettez d'études, etc. Donc on les accompagne. Ceux dont on a senti l'accompagnement papa et maman là, c'est dans ces maisons qu'il y a eu le taux de réussite les plus élevés. Donc il faut aussi saluer. Il y a une prise de conscience au niveau des parents qui vraiment accompagnent. Des élèves et des répétiteurs. Moi, des répétiteurs aussi. Hein, curieusement, moi, et des enseignants aussi, parce qu'on a quand même eu une rentrée apaisée. Dans mon entourage, moi j'ai eu pratiquement 100%. Des enfants de frères ou de cousins, d'amis, tout et tout. Évidemment, quand on m'annonce que oui, mon enfant est reçu, ici est reçu, j'ai dit, félicitations à vous, parents, à vos répétiteurs, aux professeurs des enseignants et à l'enseignant, et ici qu'au gouvernement. Et comme l'a dit Brice, chacun a dû donc jouer sa partition parce qu'on a trouvé que l'heure est grave et qu'on puisse améliorer le sort. Et je dirais que le Béninois, il est capable du meilleur pour qu'on puisse le booster un peu là, et puis il donne le meilleur résultat. L'Atlantique est en tête avec 75%. L'Atlantique est donc en tête, comme je l'ai dit, avec 75%. Alors, on a quand même remarqué à Paul Emerico, à Diovi, on a remarqué qu'il y a comme un meilleur taux de réussite au niveau des filières professionnelles et techniques. Les filières classiques sont un peu en recul. Comment expliquez-vous ça? Quelle explication on peut donner à ça? Peut-être que le monde aujourd'hui est au professionnalisme. On allait dire à la spécialisation. Si des parents d'élèves, les élèves, les enseignants ont pris conscience qu'on puisse donc donner un meilleur résultat sur ce plan-là, c'est bien pour notre pays. Il faut que le Bénin, dans le Conseil des Nations, puisse répondre bien et donner un bon visage de cette nation-là. Et je dis une fois encore, il faut que et parents, et élèves, et enseignants, chacun puisse juger sa partition pour qu'on puisse avoir des bons résultats sur le plan professionnel. Parce que l'avenir demain, ce n'est pas la théorie, mais à ce que tu sais faire, ce dont tu es capable. Et c'est la spécialisation. Donc, je les encourage à ce qu'on puisse aller de l'avant sur ce plan-là. Brice Ogoubi, vous partagez... Alors, je rectifie très rapidement. Donc, l'Atlantique vient en tête avec un taux de 48% et la Liborie garde la lanterne rouge avec un taux de 32,31%. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. Vous savez, l'Atlantique, c'est le plus grand vivier en termes humains du Bénin. Et puis, bon... j'ai dit, comme on dit à Abidjan, Yako à mes frères du Septentrion, qui, la plupart du temps, quand on envoie les enseignants, ils sont pas encouragés à aller là-bas. Et c'est en cela que je demande au gouvernement donc, de plus faire un plus par rapport aux enseignants, enfin, aux métiers, qui ont des difficultés, qu'on envoie dans des zones reculées, pour qu'on puisse donc donner une égalité de chance aux fils du pays. Parce que j'ai eu dit que dans les collèges de la partie nord du pays, sur 7 ou 8 enseignants qu'une classe doit avoir, à peine 5 heures sont présents. Et les enseignants préfèrent être toujours dans les parties méridionales de la partie méridionale de notre pays. Il faut qu'on puisse les encourager donc, à ce qu'ils puissent aller servir dans les coins. Puisque c'est quoi? Les
enfants qui sont là-bas sont aussi des Béninois. Bien sûr. Il faut qu'on puisse donner une égalité de chance à tous les enfants du Bénin. Oui, Sogoubi, vous pensez que ça joue sur le taux de... Oui, oui, j'ai deux préoccupations. La première, c'est qu'il faudrait que le gouvernement, conscient de cet état de choses, puisse donner les moyens à améliorer les conditions des enseignants là-bas. La deuxième chose, c'est un débat que je vais ouvrir. Et il faut peut-être que le gouvernement, à son niveau, doit penser aussi à une discrimination positive. On n'ira pas loin, mais c'est un débat que je lance. Non, elle consiste à faire quoi? Très rapidement, cette discrimination. La discrimination, on l'a vu aux États-Unis, hein, avec la minorité noire, pour accéder à certaines fonctions, donc un barrage systématique. Il s'agit de voir, d'aider d'une certaine manière à favoriser un peu en griffe, mais en donnant les moyens pour l'améliorer plus tard. C'est ce qu'on appelle une discrimination positive. Voilà. Mais c'est un grand débat. Hein. Pas toujours le débat reste alors ouvert. On le pousse. Et on est obligé de passer par là pour l'équilibre. D'accord. Alors, donc, un baccalauréat sans faille pour le compte de cette année. Il faut quand même dire un petit bravo tout de même au directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva, qui a un grand travail à la tête de cette direction. C'est vrai qu'il faut lui dire bravo. Mais moi, la question qui se pose à mon niveau est que ce monsieur a toujours été là quand nous avions déploré des faibles taux de réussite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps qu'aujourd'hui, les résultats soient améliorés? Et ça dit qu'hier, il a été, excusez-moi le terme, fainéant, qu'aujourd'hui, parce qu'il sent le feu, qu'il a amélioré ses prestations. En tout cas, si c'est ça, je lui demande d'améliorer davantage ses prestations pour pouvoir donc rester au poste. Moi, je ne vois pas le problème de ce point de vue, parce qu'on avait annoncé son limogeage pendant la correction du bac. Voilà. Ensuite, lui m'a accordé une interview en journal en disant qu'il n'a pas gonflé le taux de réussite. Non, même pas. Non, moi, je pense que c'est des concours de circonstances. Voilà, bon, le bilan est globalement positif à la tête, il faut louer de la direction. Et l'en féliciter. Il faut le louer et il l'en féliciter. Émeric, oui. Il faut l'inciter à faire plus. Voilà. De toute façon, c'est bon pour le moral et des élèves et des parents et aussi du gouvernement qui a entrepris une série de réformes, il faut dire, au niveau de l'enseignement. Le gouvernement, de toute façon, ne désarme pas sur un autre dossier. Il s'agit du dossier des malversations constatées dans la gestion des 3 dernières campagnes cotonnières. Le dossier est transmis au procureur. Moi, je pense qu'à l'étape actuelle, il ne faut pas... Moi, je n'utilisais pas le terme malversation, parce que je ne suis pas juge. Il y a eu un audit administratif qui a constaté des choses, et dans la droite ligne du processus, un gouvernement sérieux, quand il constate, comme un audit, et constate qu'il y a des choses qui ne sont pas plus ou moins catholiques, pour emprunter l'expression, il faut donc aller jusqu'au bout par rapport au processus. Donc, confier à la justice pour qu'on puisse voir clair par rapport à ce dossier-là. Et ce que le gouvernement vient de faire, et je l'encourage davantage à faire pour d'autres dossiers. Donc, il revient maintenant à la justice de jouer son rôle. Donc, que la justice puisse ouvrir une enquête judiciaire pour qu'on puisse nous dire qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. Pour que, enfin, puisque c'est quoi? Aujourd'hui, il est une donnée capitale dans la gouvernance. C'est la transparence. La transparence doit être le maître mot qui gouverne toute notre action dans la vie. Que ce soit même dans notre foyer, c'est-à-dire cellules petites, papa, maman et enfants, et qu'on puisse faire les choses dans la transparence. Qui plus est, dans la fonction publique, dans la vie publique, où vous avez affaire à des ressources publiques, c'est-à-dire des ressources de tous vos compatriotes, on vous a remis entre les mains pour vous dire de gérer. Vous l'avez géré. Il faut que vous puissiez accepter pour qu'on puisse venir vous contrôler pour voir comment vous avez utilisé ces fonds publics qu'on vous a remis. Donc, je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Alors, Brice Roubi, les mises en cause seront donc bientôt moi, j'ai un problème par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que le dossier soit encore transmis au procureur jusqu'à hier soir. Mais le Conseil des ministres, là, quand même... Oui, parce qu'il y a des réserves. Le cabinet Mazars qui a produit le rapport, c'est un rapport à polémique. L'ancien directeur de la SONAPRA, qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, a dit qu'il ne sait pas si c'est un rapport définitif, si c'est un rapport provisoire. Pour que ça aille en justice, il faut que ce soit, à mon avis, un rapport définitif. Donc, il y a polémique à cet effet. Deuxièmement, je suis d'accord dans la lutte contre la corruption, nous sommes tous d'accord que le président n'a qu'à continuer. Mais il y a des préalables. Voilà. Puisque ici, moi j'ai lu dans la presse les réserves de l'ancien DG Bako. Il disait qu'il se réserve le droit de se taire en attendant de savoir si c'est un rapport final. Bon, si ce n'était pas un rapport final, ça pose problème. Deuxièmement, c'est perçu dans l'opinion publique, à tort ou à raison, compte tenu de la qualité des mises en cause. Il y a
député, il y a ministre, un ancien ministre d'État qui n'est pas des moindres. On connaît tous la procédure de la levée de l'immunité parlementaire, la haute cour de justice, ce n'est pas facile. C'est pour cela que j'encourage la lutte contre la corruption, mais il faut voir. Voilà. Non, moi je pense que la chose ne se pose pas en termes de est-ce que c'est un rapport définitif ou non définitif. J'ai dit tantôt, c'est un rapport administratif. Et un rapport administratif n'emporte pas la conviction d'un juge. On lui transmet et le juge ouvre une enquête judiciaire et approfondit le rapport. Ce que le cabinet mandat a fait n'emporte pas encore la conviction de mon point de vue du juge. On lui transmet, c'est un élément pour lui, donc il peut ouvrir une enquête judiciaire. Et je voudrais profiter de cette tribune pour qu'on appelle ouvrir un débat pour dire que j'ai toujours du mal à dire qu'il faut qu'on prenne les Européens comme exemple. Parce que je me dis, nous sommes des Africains, certes, quand on va à la même école que ces Européens, là, des fois même on est plus performant qu'eux à l'école. Hein? On est des fois même des majors. Et je ne pense pas que les Européens soient plus intelligents que les Africains, autant que nous sommes intelligents. Qu'est-ce que je veux dire par là pour dire que quoi? Je constate souvent qu'en Europe, quand il y a un sujet qui, éclabousse entre griffes une personnalité de l'État, qu'en Europe, les gens démissionnent ou se mettent en réserve de la République, quitte à ce que la justice puisse les blanchir. Je me demande, je rêve de ce qu'on en arrive à ce point-là aujourd'hui. Parce que quoi? Il y a même quelqu'un, député, dont le rapport n'a pas évoqué le nom, et qui, curieusement, s'est revu dans les brancards, a commencé par dire, mais pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ci? Et même, vous l'avez même reçu sur votre télévision ici, il a fait des déballages sur le gouvernement, enfin, il a tellement raconté des choses. Moi, je pense, et je leur demande de se mettre à la réserve de la République. Je ne sais pas quand est-ce qu'il leur reviendra donc de prendre cette décision-là, quand est-ce qu'ils vont se mettre en réserve de la diffusion pour qu'ils soient blanchis. Enfin, de toute façon, la justice fera son travail, pour les blanchir si oui ou pas, coupables, avant qu'ils ne puissent se mettre qu'on appelle à la disposition de la République. Je crois qu'il y va de la moralité, ou comment quelqu'un l'a dit là, de la moralisation de la vie publique. Il faut qu'on en arrive là, c'est mon souhait. D'accord. De toute façon, on a lu dans certains journaux appellent à la paix, à la sérénité et écrit à une certaine chasse aux sorcières. La justice fera son travail et on verra bien dans les prochains jours. Où sont les chasseurs, où sont les sorciers? Je ne le sais pas. Il revient donc à la justice de nous déclarer. De nous dire qui c'est qui a fait quoi dans ce dossier. Et puis ça grogne à la police nationale. Deux syndicats censés défendre les intérêts des policiers s'affrontent. D'un côté, l'un dénonce, l'autre accuse l'autre d'avoir dénoncé. C'est un peu un fourre-tout là. On ne comprend plus rien au niveau de la police nationale. Que se passe-t-il en réalité? D'après ce que j'ai compris, tout est parti d'une pétition envoyée par un syndicat, le SYNAGAB, voilà, je crois, syndicat national des gardiens et brigadiers de la paix. Voilà. Ils souhaiteraient la correction d'un article chez eux, je crois 130, voilà, qui demande, enfin, ils voudraient que les agents de police puissent entrer dans le corps de leur mérite en fonction de leur diplôme, de leur expérience professionnelle. Voilà. Bon. Le deuxième syndicat, qui est constitué d'officiers haut gradés, ne serait pas de cet avis. Donc la guerre est née de là, globalement de là. Je crois que dans cette affaire, des gens ont été punis pendant 25 jours. Voilà. Et quand ils sont sortis, ça a encore enflammé la polémique. Moi, je pense que l'unicité qu'on voudrait présenter au niveau de la police cache, c'est une zone d'ombre. Il y a beaucoup de problèmes en profondeur. Il faut en appeler simplement au DGPN et au ministre de l'Intérieur du pouvoir de régler ce problème. C'est des problèmes corporatistes, à mon sens. Voilà. Donc, globalement, ce n'est pas bien que des gens qui sont en armes viennent à se quereller tout le temps. Il faudrait voir le problème en profondeur et le régler une fois pour toutes. D'accord. Paul Emerico a oui, ça n'est pas bien du tout pour la paix et la sécurité des populations. C'est un peu dommage parce que à l'avènement du régime en place, nous avons constaté qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour que les Béninois puissent avoir la sécurité. Et si bien que depuis que ces mesures ont été déployées, on n'entend plus des braquages ici et par là, contrairement au début du régime. Il y a comme une certaine accalmie. Voilà, alors je me dis, ces personnes chargées de notre sécurité, si ces personnes aujourd'hui viennent à se cogner la tête, qu'en est-il de notre sécurité? Il y a un gros souci. C'est un gros souci pour moi. Et je pense que le nœud gordien dans ce problème, c'est l'amélioration des conditions de travail et de vie. C'est vrai que l'ancien régime, à quelques jours de son départ, avait pris un certain nombre de décrets, soi-disant pour qu'on appelle améliorer les conditions de travail et de vie des agents de la police, et, enfin des corps paramilitaires.
et que le régime qui est arrivé, étant donné que ces différents décrets ont des incidences financières, donc le régime actuel a dû donc retirer sous ces décrets-là, donc pouvoir clair. Et peu à peu, le régime est en train de mettre en place, enfin de faire revenir des décrets qui sied pour qu'on puisse qu'on appelle, nous garantir notre sécurité. Je voudrais donc exhorter le gouvernement à continuer ce travail-là pour que les conditions de travail et de vie des gens qui s'agissent de notre sécurité puissent être améliorées. Mais cela dit, c'est vrai que j'ai des amis, on en a beaucoup d'amis parmi les policiers, cela ne veut pas dire que... Ils se plaignent quand même de n'avoir pas de... Ce que je veux dire, que quoi, j'ai plein d'amis parmi eux, cela ne voudrait pas dire qu'ils attendent qu'on leur, on leur donne toute la caisse d'État. Il y a également d'autres corps de la société. Et donc, le gouvernement est soucieux, qu'on appelle a le devoir de s'occuper des autres corps de la nation et que les policiers n'entendent pas que tout soit rose pour eux, mais autant que faire se peut, que le gouvernement puisse donc faire ce qui est normal pour eux, en tenant compte justement des moyens de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi? Tout ce Vous pensez qu'ils exagèrent? Non, je ne pense pas. Ce que je dis, c'est que quoi? C'est qu'ils demandent à des incidents financiers. Et l'État ne peut les écouter, à céder à leurs demandes qu'en fonction des moyens de l'État. Quand on n'a pas les ressources dans les caisses, on ne peut pas prendre des engagements. Pourquoi un gouvernement sérieux, ce n'est pas la peine de prendre des engagements que vous ne serez pas demain capable d'honorer. Donc, il faut que les policiers puissent, je dire, mes amis, de mettre un peu de l'eau dans leur vin et que dans le dialogue, calmement, avec leur autorité, qu'est le ministre de l'Intérieur, ainsi que les membres du gouvernement, que le président Talon puisse accéder plus ou moins à leurs revendications pour que notre sécurité soit garantie. On en a besoin. Alors, Brice Ogoubi, ils doivent donc revenir pas des mesures administratives, des crises qui ne sont pas des mesures politiques. Et celle-ci, par exemple, il ne faut pas que prendre des mesures administratives, il faut prendre des mesures aussi politiques, parce que, comme vous l'avez dit, c'est encore assez sensible. D'accord. Alors, voilà, d'un mot sur le volet social du PAG. On annonce 20 000 recrutements avant la fin de l'année 2017. Il y a également le retour du microcrédit pour les Mérico. Oui, écoutez, c'est une bonne chose puisque il y a longtemps, les Béninois attendent que le gouvernement puisse se révéler au plan social. Donc, si le gouvernement qui a son PAG, programme d'action, est en train donc de déployer peu à peu ces mesures sociales, c'est une bonne chose. Et je les encourage, le gouvernement à faire davantage pour recruter, pour rajeunir un peu notre administration, parce que oui, il y a beaucoup qui vont à la retraite. Il faut donc qu'on puisse donner du sang neuf à l'administration béninoise par le recrutement de ces jeunes. On a annoncé, j'ai suivi la dernière fois sur l'ORTB, le directeur de recrutement des agents de l'État qui a annoncé plus de 8 000 personnes à recruter. Enfin, il y a des APE, puisque des ACE, des agents contractuels de l'État. Il y va de l'amélioration des performances de l'administration parce qu'on se plaint toujours du fait que l'administration béninoise elle est lourde. Il faut qu'on puisse donner du sang neuf à l'administration parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, diplômés, et qui veulent donc être utiles à l'administration béninoise, à l'État béninois. L'espoir donc renaît au niveau des jeunes avec... On avait accusé le gouvernement Talon d'être un capitaliste tout au début, qu'il ne fait pas donne pas la priorité au social, au minimum social commun. Mais le gouvernement donne la preuve maintenant qu'il peut donner dans le social et c'est à son actif. Moi, je trouve que le retour du microcrédit a aidé nos femmes. Voilà. Et je trouve également que l'emploi, des mesures incitatives à l'emploi, donc tout cela, c'est à l'actif du gouvernement. Encore que je pense que le microcrédit ça n'a jamais été coupé. C'est quoi? Mais il y a une période il y a une période d'amalgamé ou bien de pause, parce que justement, de mon point de vue, un régime sérieux, quand vous arrivez au pouvoir, quelque chose se fait avant vous, et ça a incidence financière, il faut que vous puissiez mettre à plat pour voir clair et savoir où aller. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, je crois qu'ils ont compris maintenant qu'il faut commencer par déployer ce microcrédit. Au début du mandat du président, il avait tout arrêté, tout suspendu. Aujourd'hui, il y a un retour à la normale. On peut parler de retour. Donc, je voudrais également que dans ce retour, qu'on pense également aux journalistes dont les contrats ont été suspendus depuis le début du mandat, parce qu'on en souffre sérieusement. Donc, moi, on se considère des cas sociaux aussi dans certaines mesures. Vous prêchez, c'est de bonne guerre, de toute façon. Allez, une note de sport. Merci. Une note de sport pour mettre un thème à cette revue nationale. 502 millions de francs CFA, eh bien,
c'est la subvention accordée aux différentes fédérations. C'est dû à quoi? Le leadership de tout jeune ministre? Bon, je dirais que non, ce n'est pas le ministre, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a autorisé. Ouais, Et moi... Oui, mais il faut bien quelqu'un pour Oui, défendre. sous les... Voilà. Comme le dirait l'autre, sous l'éclairage du ministre, qui a donc dû convaincre ses collègues au niveau du Conseil des ministres, donc pour qu'on puisse accorder ce crédit-là. Encore que moi, je m'attendais à ce qu'on aille au-delà. Pourquoi pas le milliard? C'est un bon début déjà. C'est un bon début à encourager pour que dans les années à venir, qu'on parle du milliard qu'on donne, qu'on appelle aux fédérations, parce que c'est quoi? Le sport aussi participe de la diplomatie d'un pays. D'accord. Et si les nations comme l'Éthiopie, Nairobi ont de bons athlètes, il faudrait... C'est parce que ces pays-là ont consenti à mettre des moyens à la disposition des athlètes. De toute façon, avec cette enveloppe, on peut dire que le sport a de meilleurs jours devant lui très rapidement. Avant que je ne rentre en studio, je m'étais intéressé au score Bénin-Togo tout à l'heure. Oui. Il y a un match qui a débuté à 16h au stade Kégué. À Lomé, ils étaient à 1-1. Voilà, donc, un but partout. Oui, et on espère une victoire de nos victoire. chers écureuils. Alors, la béninoise, il faut dire, on peut en parler, on peut se permettre d'en parler. La béninoise Noélie Arrigo a également remporté la finale aux 800 mètres des championnats de France d'athlétisme élite de Marseille. On marque une pause et on suit le Carica Show. De la bondieuserie au menu de Carica Show. Pour preuve, on parlera de la résurrection. À tout seigneur, tout honneur. Résurrection du Père de la Nation, déclaré pour mort sur certains réseaux sociaux. Il apparaît dans une église, à genoux, devant le Christ. Seigneur, je suis venu vous remercier car je pète la forme. Ma santé va faire maigrir les jaloux. Les jaloux, justement, en voici un, en consultation au temple du Vodou Badabada. Un jaloux qui se plaint. Je suis venu te voir pour que tu m'aides à tuer le président. Et tu t'en vas, Vaudou? Le Vaudou ne s'émeut pas de la plainte. Toujours tué. Moi aussi, je veux aller au paradis. Hein. Boulot comme ça, épée. Épée, ça suffit, dit le démiurge, malgré la bouteille de liqueur et le cabri apporté en offrande. Offrande et résurrection, oui, avec l'affaire ICC ressuscitée ici. Et voici une magistrate au corps mastodonte qui tend un document massu et massif à jauger et à juger. Dossier ICC, qui pour le traiter? Une question qui déclenche la débandade. Un seul homme en robe noire a eu le courage de parler tout en détalant. Est-ce que vous savez que c'est une bombe que vous tenez en main? Appelez les démineurs, vite! Endroit miné pour et par la peur, le cimetière, où se trouvent deux personnages au corps emmaillotés par des bandeaux tels les momies dans les pyramides d'Égypte. À l'affiche, le procès ICC reporté. Donc, résurrection manquée. La première momie, assise sur la stèle d'une tombe, fait de la rime exclamative. Encore un report. La seconde momie, dossier en main, est bien tranquille sur ses deux guiboles. Je ne suis pas pressé. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Autre momie, autre décor, toujours pour parler de juge et de jugement. La justice des hommes est incompétente. On a décidé de prendre nos responsabilités. Vous plaidez? Coupable, coupable. Demain, je vous envoie ce que je dois avec intérêt. Voilà un accusé pressé de plaider coupable et de faire une reddition de sous détournés pour avoir une réduction de peine. Avec peine, voici une prière et sa réplique entre un exorciste et son patient à exorciser. Au nom de Jésus, Satan sort de ce corps. Petit pasteur, je ne sors pas. Le slammer dira plutôt « corps de ce sort ». Et le rappeur « je sors pas, je sors pas, je sors pas, je sors pas ». Nous, on sort de ce show de Carica, le cœur chaud, pour dimanche prochain, avec une manche prochaine. Voilà l'actualité vue par nos caricaturistes, nos dessinateurs. Paul Emerico, je voyais un peu sourire. Ils ont fait leur boulot, ils ont donné l'information par les images, par la caricature. Le président va bien, malgré les nombreuses sollicitations. En tout cas, pour celui que j'ai vu sur les petits écrans, le président, c'est un monsieur qui est fringant et bien en forme. Et les caricatures l'ont également confirmé.
Et je crois il faut que les Béninois puissent prier pour lui, pour qu'il puisse se porter davantage, parce que c'est librement que nous l'avions porté massivement à la tête de ce pays-là. Donc nous attendons à ce qu'il puisse améliorer notre condition de vie, enfin nos conditions de vie et de travail. Et il est de bon temps qu'on puisse prier pour lui, qu'il est en parfaite symbiose avec lui, pour qu'il puisse nous amener à bon port. On va dire merci à Patrick Diossou qui a réalisé le Carica Show du jour. On va également dire merci donc à toute l'équipe technique qui est de l'autre côté. Le procès ICC Service reportait une nébuleuse finalement, non? Oui, tout à fait. Mais bon, laissons la justice faire son travail. Voilà. On parle également de quelques sujets à l'international. Abdoulaye Wade est de retour au Sénégal. Il a quand même 91 ans. Et l'homme dit que sa carrière politique n'est pas du tout achevée. Il en a encore apparemment dans le ventre à Paul-Emerick Ouadobi. Avec beaucoup de stupéfaction que j'ai vu Wade se remettre encore, qu'on appelle dans son habit de chef de parti politique qui sillonne les rues de Dakar, du Sénégal, aux législatives du 30 juillet prochain. Vraiment, je suis un peu, c'est pas moi, je ne dirais pas que je suis découragé parce que je suis un homme. Je ne sais pas si je serais, si Dieu m'en donne la vie, je ferai comme Wade. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je ne lui reproche absolument rien. C'est pourquoi il dit que si Dieu m'en donne la vie, je ne sais pas si je serai dans la même posture que lui. Je ne lui reproche absolument rien parce que c'est un homme politique qu'on appelle sénégalais et qui est dans ses droits et qui revient et qui veut participer à l'animation de la vie politique de son pays. Il est dans ses droits. Il revient donc au Sénégalais de juger le 30 juillet prochain. De toute façon, il est tête de liste, il est carrément assuré, lui, de toute façon, de passer. Mais est-ce que son retour ne vient pas renforcer un peu les divisions au niveau du parti? Ce retour en griffe triomphale, la houle qui a caractérisé la foule, est symptomatique de malaise quand même, hein, puisqu'il a été battu récemment par Macky Sall qui est là. Que s'est-il passé pour que le courant Et il dit qu'il est revenu pour faire partir Macky Sall. Ce discours, ça pourrait prendre dans la population. Absolument, parce qu'il y a un malaise, il y a un mécontentement général, il y a une colère. Voilà. Et il a d'ailleurs dit qu'il a entendu, c'est suite à l'appel du peuple. C'est un avertissement à nos dirigeants, ceux qui ont remplacé ceux qu'on a qualifiés de dictateurs et qui ne font pas mieux que le dictateur. Voilà. Donc c'est le peuple qui sanctionne. Hein. Donc le peuple viendra et puis ce serait dommage qu'on assiste encore au retour de Wade dans tous ces compartiments pour remplacer, ou si ce n'est pas lui, un de ses proches pour remplacer. Il faut avouer que quand même, Macky Sall, son avènement a apporté beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, le résultat est là. Je crois que Dakar ou Sénégal n'a pas changé autrement par rapport qu'on appelle aux infrastructures mises en place par Wade. Il faut le dire, le constat est là. Et malheureusement, comme il a dit Brice, des dirigeants qui viennent succéder à ceux qui étaient là, malheureusement... Wade a encore des chances alors? Il a absolument des chances. Il existe. On ne peut pas se passer de lui. Et il va vanter tout ce qu'il a fait. Oui. Parce qu'il a dit, je l'ai suivi sur une télévision internationale, comme quoi rien n'a changé par rapport à tout ce qu'il a fait, et ce qui est vrai. Et on a entendu Brice Ogoubi, de nouveaux tirs encore, dans la nuit du vendredi au samedi en Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il finalement dans ce pays? Très rapidement. La Côte d'Ivoire, toujours des déçus. Il y a des lendemains incertains en Côte d'Ivoire. On a parlé de mutinerie, on a parlé de rébellion. Et aujourd'hui, je crois savoir que les militaires, ou bien personne ne sait de quoi demain sera fait, surtout pour la succession. En fait, tout se joue à ce niveau-là. Donc les gens veulent être payés maintenant et tout de suite. Donc pour être payés, ils prennent les mesures qui ne sont pas orthodoxes. Et la Côte d'Ivoire offre quand même le visage d'une ville qui a une stabilité pas du tout profonde quand même. Pas du tout profond. Je me désole de ce brasier ouest-africain. La Côte d'Ivoire, c'est un brasier. Et ce qui s'observe là-bas, là, je me dis, il y a la cendre là et puis il y a un brasier en bas. Malheureusement, pour notre sous-région ouest-africaine. On a besoin, comme l'a dit Brice, d'une certaine stabilité. Tout se joue au niveau de la succession de Alassane Ouattara. Voilà. Il y a deux camps. Il y a le camp Soro et il y a le camp qu'on appelle Bakayoko, qui et apparemment, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Donc, on peut parvenir à ces fins. Malheureusement pour la On espère de toute façon qu'on ne revivra pas ces années, on va dire, de terreur au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que ça participe aussi de l'équilibre de la sous-région. Vivement que chacun des protagonistes puisse prendre conscience
savoir que ce n'est que le dialogue pour qu'on puisse avoir la paix. Nous avons besoin de la paix dans notre région. Voilà, merci beaucoup à vous, messieurs. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur Club Média 7 de ce jour. Merci à vous également à la maison de nous avoir suivis. Vous permettez, je voudrais voler un peu de votre temps pour faire très rapidement parce que faire un hommage à une personne qui m'est très chère. C'est ma maman qui fêtait son anniversaire le vendredi dernier. Je voulais lui dire, si elle m'écoute, que je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi dans ma vie. Je lui dis merci beaucoup. C'est un bel hommage à Paul Emerico Adjovi. Un frère à qui je veux rendre hommage, Francis Atui, je veux te dire merci pour tout. Merci à vous, c'est un bel hommage. Beaucoup de vie. Et c'est la fin de cette émission hebdomadaire. Je vous remercie de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la télévision nationale. Excellent dimanche à tous.